Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Spoilers. Exceptionnellement, c'est moi Briac, votre hôte pour aujourd'hui. Je ne suis pas accompagné de mes deux compères Charles et Guillaume, que vous retrouverez quand même bien vite. En effet, nous expérimentons de nouveaux formats d'émissions, dont ce premier long entretien Spoilers. Et pour celui-ci, j'ai le plaisir d'accueillir Pacôme Thielman. Pacôme, ça va bien ? Ça va et toi ? Ça va très bien, je suis très content de te recevoir. Pacôme, t'es un peu un ami de Spoilers, puisque non seulement on t'a déjà reçu dans l'émission sur Watchmen, mais en plus tu étais venu faire avec moi un dialogue lors du festival Court-Métrange il y a 2 ans, un dialogue que vous pouvez retrouver d'ailleurs en ligne, donc c'est pas la première fois que tu interviens avec Spoilers, on est vraiment content de te recevoir aujourd'hui. D'autant que tu as une actualité brûlante, puisque tu as un nouvel ouvrage qui sera sorti qui est sorti d'ailleurs au moment où on enregistre cette émission. Oui, qui vient tout juste de sortir. C'est ça, qui s'intitule L'Enquête Infinie, qui est édité aux Presses universitaires de France dans la collection Perspectives critiques. Et c'est un livre dans lequel il est question d'exégèse et de l'existence comme énigme. Une énigme dans lesquelles il faut interpréter les fictions, comment on interprète la vie, et un peu finalement la vie, comment on interprète les fictions. Et donc c'est une exégèse perpétuelle, L'Enquête Infinie, donc du titre. Qu'est-ce qui t'a motivé, Pacôme, à écrire ce livre ? Alors, déjà, il y avait le problème du Sphinx. Ça a commencé par la question du Sphinx. Ça fait plusieurs années maintenant que j'ai commencé à, on va dire, collecter des documents ou mener ma petite enquête, donc, sur le Sphinx, parce que c'était à partir du moment où je me suis posé simplement la question de qu'est-ce que voulait dire le Sphinx pour les anciens Égyptiens, et que là-dessus, en fait, il n'y avait pas de réponse. Alors là, ça m'a, ça m'a vraiment beaucoup intrigué, c'est-à-dire comment ça ils avaient pas d'explication pour cette énorme statue. Et donc j'ai vérifié, c'est la statue la plus grande du monde, il a fallu près d'1 million d'heures selon les experts pour pouvoir la construire, et pour autant, il n'y a pas une seule mention du Sphinx dans la mythologie égyptienne, il apparaît pas dans la mythologie égyptienne, et il apparaît pas dans les textes retrouvés des Égyptiens, à part une unique stèle qui a été gravée très très longtemps après en Basse-Égypte sous le règne de Toutmosis et qui date en fait du désensablement du Sphinx, donc c'est-à-dire vraiment après que le Sphinx a été totalement ensablé par les tempêtes de sable qui sont dans le désert égyptien. Donc ça, c'était un premier point, et je me suis dit il faut quand même que je creuse un peu cette question du Sphinx, parce que j'avais remarqué que le Sphinx apparaissait très régulièrement dans des existences individuelles à un moment où une énorme énigme se posait. Et c'était lié sans doute à la double identité du Sphinx, à la fois égyptienne, espèce de grand mystère qu'on ne connaît pas, et à la fois grec, c'est-à-dire que le Sphinx par contre apparaît dans la mythologie grecque. Et Sphinx c'est un mot grec, hein, c'est le nom que les Grecs lui ont donné, on ne sait pas le nom que les anciens Égyptiens lui donnaient, mais on ne sait pas si les Grecs ont inventé leur personnage suite à leur découverte de cette statue, ou si ils avaient ce personnage dans leur mythologie, et que quand ils ont fait leur voyage en Égypte, ils ont vu cette statue, ils se sont dit putain mais c'est le Sphinx cette statue. Il y avait le Sphinx, et le Sphinx apparaît dans le récit thébain, hein, dans la section de la mythologie grecque qui concerne la ville de Thèbes, et c'est une bestiole mi-humaine, mi-animale, qui effraie la ville par des chants incessants et dont on ne pourra se débarrasser que si on répond à son énigme, l'énigme du Sphinx, qui est, je le rappelle aux auditeurs s'ils ont oublié leur cours de mythologie, quel est l'animal qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes le midi et à 3 pattes le soir. Et la personne qui réussit à décrypter cette énigme, c'est Oedipe. Oedipe qui arrive et qui dit c'est l'homme. C'est l'homme qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes le midi et puis à 3 pattes le soir parce qu'il porte une canne. Et donc Oedipe, quand il résout l'énigme du Sphinx, il devient roi de Thèbes. C'était le cadeau qu'offrait Créon, frère de la reine veuve Jocaste, à la personne qui les délivrerait du Sphinx. Mais Oedipe devenant roi de Thèbes, la peste apparaît dans la cité, et on considère que la peste ne sera levée que lorsqu'on aura résolu le mystère de la mort du roi. Et Oedipe devient donc l'enquêteur de la mort du roi, sachant qu'il est lui-même le coupable qu'il recherche. Donc tout ça, c'est un gros bloc d'éléments tous plus intrigants les uns que les autres, et qui renvoient en fait
Ça, c'est ce qui fait le saut, en fait, entre cette première partie et puis le deuxième chapitre qui, lui, est sur Edgar Poe et l'invention de l'enquête policière, c'est qu'on considère, dont le spécialiste de la question, Régis Messac en premier, que Oedipe Roi est la première fiction qui contient des éléments, on va dire, de fiction scientifique ou de fiction, des éléments de détection de type rationnel qui ont amené à la création de l'enquête policière. C'est-à-dire qu'il y a une très longue généalogie de l'enquête policière qui démarre avec Oedipe et qui finalement prend forme intégralement avec la création du détective, de la scène de crime et de la résolution, avec Edgar Allan Poe dans Double assassinat sur la rue Morgue et les 2 autres nouvelles qu'il a écrites. Il n'a écrit que 2 nouvelles trois nouvelles policières, mais qui ont servi ensuite de matrice à toute la fiction de détection qui allait suivre. Double assassinat sur la rue Morgue, le meurtre de Marie Roger et la fameuse lettre volée. Donc ça, c'était le point de départ. Et si je suis reparti de ce point de départ et à travers lequel j'ai inséré progressivement tout un tas de problème qui m'occupait depuis une dizaine d'années, c'est bien sûr parce qu'il y a eu le confinement. Et le confinement m'a permis de me plonger dans, on va dire, des choses un peu vastes, dont j'aurais probablement pas eu le temps que j'aurais pas eu le temps de traiter avec autant de détails et autant en profondeur si j'avais été encore mettons au quotidien occupé de plein d'autres activités, et donc tout ça aurait été toujours reporté un petit peu. Enfin, c'est en gros le livre que je me promettais de faire mais que je pensais que j'aurais jamais le temps de faire, et finalement j'ai eu le temps de le faire, donc le voilà. L'enquête infinie. Justement, sur la question un peu du contenu, toi, enfin, dans ta bibliographie, il y a un peu 2 types de formats, c'est-à-dire que tu as des livres où tu te dédies à un seul sujet en particulier, ou par exemple à une œuvre, donc pour rester sur les séries, je pense Les mêmes yeux que Lost, ou La main gauche de David Lynch par exemple, et des livres où tu vas par contre aborder plusieurs choses, donc avec des chapitres distincts, je pense à Pop Yoga, au Cinéma Hermetica. Celui-là, il semble plus faire partie de cette deuxième catégorie, on a vraiment des sujets très hétéroclite, donc le Sphinx, tu parles beaucoup de serial killer, du petit Grégory, de musique aussi, de Bowie, d'Otis Redding, même de, comment ça s'appelle, Martin Shkreli, oui. Voilà, de Trompe-l'œil et donc de séries télévisées. Qu'est-ce qui a présidé, enfin quelle a été la logique dans tes choix de sujets, au-delà du fait que c'était tes obsessions, lesquelles, est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que tu en as choisi certaines plutôt que d'autres? Oui, c'est-à-dire que tout rentrait pas en fait dedans. Il fallait qu'il y ait quand même des portes d'entrée pour chacun. C'est à la différence de Pop Yoga, qui est vraiment une compilation où les textes ont été retravaillés, mais chacun vraiment individuellement, sans avoir le souci de faire sens en tant que collection. Celui-là, même s'il y avait plein de sources très très diverses, à chaque fois il fallait que ça puisse s'insérer à l'intérieur, sinon je m'y attardais pas. C'est-à-dire que bon, alors la progression, c'est facile, elle est plus ou moins chronologique, parce que je choisis, on va dire, à quel moment de la chronologie ça se passe, puisque souvent c'est impossible, quoi. Une œuvre entière, par exemple, mettons d'un cinéaste comme Todd Browning, où est-ce que tu la places dans le siècle, ou enfin, par exemple, le dernier texte, c'est un texte sur l'exégèse de Philippe Cadic. L'exégèse de Philippe Cadic, elle est écrite entre 74 et 82. Bon, les 2 séries dont je parle dans le livre, Millennium et Dollhouse, elles lui sont ultérieures. Mais l'exégèse ayant été publiée que entre 2015 et 2016, j'ai considéré que le livre date du moment où on le découvre, du moment où on peut le lire. Donc c'est vraiment la dernière étape du livre, et c'était bien pratique parce que l'exégèse de Philippe Cadic me permettait de ressaisir l'ensemble des choses qui étaient traversées dans tous les autres textes. C'était pas très difficile vu que l'exégèse de Philippe Cadic, ça parle à peu près de tout, mais surtout ça permettait l'articulation, quoi. C'était un moment de réarticulation complète. Bon, il y en a plusieurs dans le livre, hein. C'est-à-dire que par moment on reprend mettons des questions qui sont posées dans un texte précédent et on les réactualise à l'aune des éléments que l'exégèse d'une autre section, mettons, aura permis d'atteindre. Donc on revient très souvent sur l'enquête policière, on revient très souvent sur le Sphinx, bien sûr. On revient plusieurs fois sur les profilers et les serial killers. Alors ce qui s'est passé, c'est que typiquement un problème comme celui des profilers
allait se chevaucher sur plusieurs chapitres, à savoir que ça démarrait sur le chapitre sur Edgar Allan Poe, vu que John Douglas ou Robert Ressler, les premiers grands profilers, ceux qui ont quasiment inventé leur fonction, se sont inspirés d'abord des personnages de fiction, à savoir de Poe ou de Conan Doyle. Pour une bonne raison, c'est qu'ils ne pouvaient pas mener les enquêtes autour des connaissances des victimes, vu que les victimes ne connaissaient pas leur tueur. Donc du coup, on se retrouve devant une situation où leur seule solution, c'est de chercher la signature du tueur dans les scènes des crimes. Et c'est exactement ce que fait Auguste Dupin, ce que fera Sherlock Holmes. Et ça se mélange entre la question de la signature du tueur et se mettre dans la tête du tueur, ce qui est à peu près la même chose en fait, dans l'idée. C'est-à-dire qu'on passe, c'est à mi-chemin entre le critique d'art et le voyant, en gros. Et donc toute cette question-là se chevauche entre le chapitre sur Poe, le chapitre sur Jack l'Éventreur et un peu plus tard le chapitre sur la série Millennium. Et donc c'est comme 3 étapes de réflexion sur la question du profiler. Après, sur d'autres sujets, il y a toute une section du livre qui traite de la question de on va dire presque une définition d'une nouvelle forme de masculinité. Ça, évidemment, je suis un enfant de mon siècle, les questions MeToo m'ont pas échappé, et même si c'est évidemment indirectement lié, c'est-à-dire que c'est pas une discussion, c'est pas genre un homme s'oppose la question de sa masculinité post-MeToo, mais c'est est-ce qu'il y a eu d'autres modèles de la masculinité que celle qui justement est visée, à savoir celle de la domination masculine. Et oui, je pense qu'il y a des pistes intéressantes dans le passé, que celles-ci passent par les figures mélodramatiques et tragiques des films de Todd Browning, par les chanteurs de musique soul et leur façon d'admettre leur vulnérabilité, enfin en tout cas de déployer une forme de masculinité qui n'est pas une masculinité conquérante, mais une masculinité implorante, comprenante, etc. Et aussi, par rebond ou par inverse, mais ça, étant donné que c'est évidemment pas mon sujet directement, vu que ça me concerne pas en termes de genre, mais la question aussi des formes de la féminité devait apparaître de façon sans doute moins appuyée, mais que ce soit la femme vue par l'homme dans Vertigo d'Hitchcock, et donc tout ça se met à circuler en boucle, c'est-à-dire la femme vue comme un sphinx, quoi, dans Vertigo, où le sphinx président a des formes très très bizarres d'amour qui sont là, un amour que je définis comme un amour vertige, qui est pas du tout le même type d'amour que le sicamour, même s'il vaut pas mieux en dernière instance, au bout du compte. Et puis aussi la question de la conformité au modèle, indépendamment de savoir si ce modèle est un modèle dit oppressant ou dit émancipateur dans un film comme les trois femmes de Robert Altman. C'est très intéressant. Bon, et puis je vais terminer vite, mais moi ce qui m'a le plus fasciné dans ce film, qui est fascinant à plus d'un titre, hein, mais c'est le moment où le personnage de Shelley Duvall engueule le personnage de Sissy Spacek en disant tu fumes pas, tu bois pas, tu t'amuses pas, tu fais rien de ce qu'on est supposé faire. Et en fait, l'idée que d'être une fille cool et émancipée, c'est quelque chose qu'on est supposé faire, c'est très intéressant pour un film des années 70. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles le film a pu être mal perçu à l'époque, alors qu'il n'est pas moins révolutionnaire que d'autres films sur l'émancipation. Simplement, il questionne le modèle de l'émancipation comme modèle orthonormé. Et ça, je trouve ça extrêmement intuitif de la part de Robert Altman. Et c'est du coup la question de qu'est-ce qu'on est supposé faire est une question que je repose plusieurs fois dans le livre, dont dans le chapitre sur Martin Shkreli, en tant que, on va dire, ce que Stéphane Legrand, mon ami Stéphane Legrand, quand on en avait discuté, avait appelé un bon petit soldat du mal. Les bons petits soldats du mal. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui fait le mal parce qu'il est mauvais, c'est quelqu'un qui fait le mal parce que c'est ce qu'il est supposé faire. C'est ça, Martin Shkreli. Et c'est là aussi où il recoupe les personnages de Joss Whedon, ce qui explique qu'il y a aussi... ça fonctionne avec Joss Whedon. Donc c'est tous ces liens-là qui se tissaient, qui ont fait que les textes pouvaient aller ensemble. Parce que sinon, évidemment, il y avait des grands pans de recherche qui m'intéressaient, que je ne pouvais pas faire entrer dedans, qui apparaîtront ou qui n'apparaîtront pas si les petits cochons me mangent dans un autre bouquin. Justement, je me posais la question, comme tu couvres tellement de domaines différents,
Comment tu procèdes à tes recherches? C'est-à-dire, comment tu te dis, ça y est, j'ai suffisamment de sources ou j'en sais suffisamment sur ce domaine pour commencer à écrire dessus? Ah, c'est une bonne question. Je pense que ce qui motive le fait que je commence à écrire dessus, c'est que j'ai l'impression d'avoir une idée que j'ai pas trouvée ailleurs. Et c'est ça, sinon, tant que j'en ai pas une, je m'y mets pas. J'accumule des choses, je vois, mais en gros, il y a un souci, c'est toujours le terme d'originalité est un terme très discutable. Si ça se trouve, ça a été trouvé par quelqu'un d'autre et je connais pas et je l'ai pas lu. Mais ce qui m'intéresse, c'est le moment où ça commence à faire fonctionner mon propre. Enfin, ça commence à me faire un peu phosphorer, quoi. Où je commence à me dire, tiens, il y a ça, j'avais pas vu ça, etc. C'est intéressant. Et du coup, il y a un truc qui commence à tourner. Et ça peut prendre pas mal de temps, comme ça peut aller très vite, ça dépend. Donc il y a des choses des choses sur lesquelles je me mets simplement après avoir vu, mettons une série qui m'a plu et que j'ai commencé à écrire dessus, ou d'autres où j'accumule des éléments, comme des éléments on pourrait dire des éléments d'enquête, même si c'est pas vraiment une enquête, enfin c'est une exégèse, c'est un peu différent malgré tout, je cherche pas de coupable, mais euh, mais euh, mais ces éléments pour l'instant font pas spécialement sens ou sont pas spécialement originaux, et là ça peut prendre beaucoup plus de temps, comme par exemple 8 et demi de Fellini, où je pense que c'est le texte qui a on va dire qui avait une forme la plus développée dans le passé et dont j'arrivais rien à faire. J'avais prévu initialement de faire un texte sur 8 et demi dans Cinema Hermetica. Si ça avait été le cas, il aurait été vraiment moins riche. Et surtout, j'avais renoncé parce que j'avais l'impression que tout ce que je mettais dans ce texte, c'est des choses que j'avais trouvées dans des bouquins. Alors je les accumulais, ça me plaisait bien, ça m'intéressait, mais il n'y avait aucun moment où, disons, ça prenait ailleurs. Et en fait, le moment où ça a vraiment pris ailleurs, c'est le moment où j'ai commencé à comprendre ce qu'avait été le voyage de l'âme de Carl Gustav Jung. Le fait que Jung, c'était pas juste un psychologue, un théoricien qui avait établi presque une charte des archétypes ou je sais pas quoi, et une méthode, mais que c'était déjà quelqu'un qui l'avait traversé pour lui-même, et donc qu'avant d'avoir établi la psychologie des profondeurs, en fait, il avait fait ce voyage, il était descendu dans le monde des morts, il avait traversé l'enfer, hein, et donc du coup c'était une caractéristique existentielle qui donnait une toute autre cachet à cette découverte et qui me permettait d'embrayer sur Fellini autrement et d'un point de vue beaucoup plus sensible. Ensuite, c'était aussi la première fois que j'avais travaillé sur 8 et demi, c'était bien avant de connaître le cinéma de Bertrand Mandico, et la découverte du cinéma de Bertrand Mandico comme vraiment vraiment le petit frère de Fellini, quoi. Enfin, disons, la proximité d'un certain nombre de thèmes, de préoccupations et même une éthique, en tout cas un rapport aux morts extrêmement comparable. Alors je me suis dit, là, il y a une continuité, il y a quelque chose, ça devient une vraie réflexion sur qu'est-ce qu'on fait des morts, quelle place on leur donne, quelle est la fonction du cinéma, quelle peut être la fonction du cinéma, etc. Et donc, du coup, ce texte-là a pris beaucoup plus de temps à se former, mais il y a un moment où ça a eu du sens. C'est intéressant parce que toi, quand tu écris sur une œuvre, tu écris principalement sur des œuvres que tu aimes. Oui, toujours, oui, presque. Et là, dans ce que tu me dis sur Fellini, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, les connexions que tu as pu faire, c'est Mandico qui aime Fellini, oui, mais aussi Jung qui était une référence de Fellini. Tout à fait, on parle plusieurs fois que c'était un grand Jungien. Donc toi aussi, il y a ce réseau qui se crée à partir de même toi, ton propre réseau de choses que tu aimes. Tu peux, à travers ce que les auteurs, etc. vont aimer, ça va te permettre toi aussi de développer un peu tes références. Oui, tout à fait. Et finalement, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. La façon dont des artistes aiment d'autres artistes. C'est vrai. Et ça peut être un champ de réflexion. Tu t'en rends bien compte toi-même avec Twin Peaks, puisque tu travailles là-dessus. Qu'a voulu dire aimer Twin Peaks pour des gens qui ont créé des séries? Comment est-ce qu'ils ont aimé Twin Peaks à travers leurs séries? Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Moi, la connexion Lindelof-Lynch, elle continue à m'intriguer énormément. Enfin, je veux dire, ça me passionne. Chaque interview où Lindelof va développer des choses sur Lynch,
Pour moi, ça m'éclaire des choses sur Lynch, ça m'éclaire des choses sur Lindelof, et ça m'éclaire des choses sur, mettons, à la fois l'amour et aussi le monde imaginal. Donc tout ça, ça rentre en connexion, bien sûr. Puis ça va dans l'autre sens que parfois ça rend fou quand soit tu ne trouves aucune source qui dit que celui que tu penses aimer ou être influencé par une telle œuvre ou tel artiste n'en parle pas, ou alors au contraire va dire qu'il n'aime pas. Et là tu dis, c'est pas possible. Ah oui, c'est Vous pouvez pas, intéressant ça. c'est pas possible que tu n'aimes pas. Oui. C'est ton truc et ça va être vraiment troublant ce genre de moment quand tu Ah fais oui. ce genre de découverte. Complètement, je suis d'accord. Ouais, c'est fascinant. Alors, on va se tourner maintenant un peu plus vers le sujet de l'émission quand même. On va repartir vers les séries. En question un peu inaugurale, moi je me posais la question, toi, comment tu définirais la place des séries dans ta vie? Pas comment. Ah. Par rapport à d'autres formes de fiction, peut-être? Est-ce qu'elles ont une place différente? Comment ça s'articule, toi, au quotidien? Alors au quotidien, c'est très particulier parce que, évidemment, les séries prennent beaucoup plus de temps en tant que spectateur que les films. Donc du coup, évidemment, c'est beaucoup plus de temps que tu y passes et c'est beaucoup plus étalé dans le temps. Donc c'est beaucoup moins un moment saillant qu'une toile de fond. Si je pense à la série Supernatural, qui a été très longue, que j'ai pas découverte au début du tout, hein, il a fallu attendre que Claire Cornillon et Stéphane Legrand, chacun de leur côté, m'encouragent à la voir pour que je m'y mette. Mais alors quand je m'y suis mis, puis ça fait quand même déjà pas mal d'années, ça a pris beaucoup de temps, et ça s'est beaucoup étalé dans le temps. Alors Twin Peaks, on n'en parle pas évidemment, puisque c'est un truc qui est revenu 25 ans plus tard. Mais donc du coup, c'est une vraie toile de fond, et c'est quelque chose qui accompagne une existence presque comme tes vieux amis t'accompagnent. C'est assez curieux. Ça crée une relation affective extrêmement forte, des fois presque dérangeante. Presque dérangeante parce que tu ne sais pas quoi faire de ton chagrin face à la disparition d'un personnage dans une série. Tu te dis, c'est honteux. Je peux pas porter le deuil. Je peux pas porter le deuil d'un personnage de fiction. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Pourtant, c'est ce qui se passe. Et pourtant, ça peut créer une espèce de malaise, de colère, de sentiment d'injustice, un peu comme dans la vie. Un peu comme quand on apprend une mort dans la vie. C'est troublant en plus parce que quand un personnage de série meurt, en tout cas moi je trouve, c'est comme quand tu perds quelqu'un dans la vie, c'est-à-dire que même si tu revois la série après, il est toujours mort. Ah oui, oui. Même si tu le vois là, c'est comme après voir, je sais pas, une photo d'un proche décédé ou quelqu'un en vidéo ou quelque chose. T'as beau le revoir, il est plus là. Enfin, ce sentiment-là, quand tu revois Lost, quand tu revois, je ne sais pas, Buffy, un personnage que tu as perdu parce que tu as déjà vu la série, il est déjà un peu perdu quand tu revois. C'est très troublant. Pour Lost, c'était particulièrement patent, et c'est quasiment un des sujets de la série, à savoir comment est-ce qu'on porte le deuil d'un personnage, comment est-ce qu'on porte le deuil d'une série. C'est des questions qui ont l'air de t'être posées énormément, sans doute aussi parce que le showrunner principal, Damon Lindelof, est lui-même un spectateur, obsessionnel de son statut de spectateur. Et connaissant toutes les nuances du statut de spectateur, et on pourrait dire que jusqu'à très tardivement, les séries n'avaient pas été faites par des spectateurs de séries. Ou alors c'était des spectateurs des séries des années 50. Et c'était fort différent. C'est-à-dire, sans doute, Chris Carter, il a vu la quatrième dimension, les envahisseurs, peut-être même chapeau mollo et bottes de cuir. Est-ce que c'est pareil que quelqu'un qui a vu des séries des années 90? Non, pas du tout. Pas du tout. Ces séries-là, elles sont... elles appartiennent à une époque où la psychologie n'était pas une psychologie qui tentait de se rapprocher de la vie réelle. Et c'est une... c'est une nuance qui est d'importance dans l'affection que des spectateurs pourront avoir pour un personnage. Le réalisme du personnage est un élément clé. Les Envahisseurs, c'est une très bonne série, mais c'est pas une série réaliste. Il n'y a pas de réalisme dans les comportements des individus dedans. C'est vraiment, ils sont très très symbolisés. Et c'est pas un défaut, c'est une caractéristique. Tandis que déjà, X-Files est une série un peu plus réaliste dans le parcours des personnages. Mulder, c'est quelqu'un qu'on voit vieillir. C'est quelqu'un qu'on voit
dont on voit prendre des coups, dont on voit subir des deuils. Scully aussi, ces personnages qui subissent des traumatismes, qu'on voit vivre vraiment. Euh, les, L'adjonction dans la fiction d'un élément de réalisme psychologique était déjà ce que Dostoïevski avait repéré chez Edgar Poe par rapport au fantastique. Edgar Poe est un inventeur à multiples niveaux. Hein. C'est vraiment, c'est un mystère cet homme, hein, parce qu'il a inventé tellement de choses. Mais une chose qu'il a inventée dans son récit fantastique, c'est que le personnage principal avait une psychologie réaliste. C'est ce que, en tout cas, Dostoïevski lui attribuera. Et c'est assez juste, parce que il n'a pas inventé du tout la forme de la nouvelle fantastique. Et juste avant lui, Hoffman est un génie du genre. Mais Hoffman, ça n'est pas réaliste au niveau psychologique. Les personnages sont des personnages de fiction tout à fait symbolisés. Et certains auteurs de génie, du reste, perpétueront ce type de personnage. Kafka, par exemple, qui est un immense génie de la littérature, c'est des personnages qui n'ont pas une psychologie réaliste. C'est pas ce qu'ils cherchent. Ils ont des individualités symboliques, ce qui fait que le lecteur n'est pas malheureux pour K ou pour Joseph K. Il se dit pas c'est absolument atroce ce qui arrive à Joseph K. Pas du tout. Il regarde tout ça avec l'étrangeté, l'intrigue, l'intérêt, le mystère que produit une œuvre qui a une valeur symbolique ou une valeur de parabole, valeur d'allégorie. Tandis que lorsqu'on lit Edgar Poe ou lorsqu'on lit Dostoïevski, les personnages sont très très présents. Les séries, il y a eu ce phénomène-là qui est arrivé, en tout cas à partir des années 90, de façon très très patente. Et alors c'est là où évidemment le statut Twin Peaks est curieux, parce qu'on pourrait dire par moment Twin Peaks n'est pas du tout une série réaliste en termes de psychologie de personnage. Et par moment elle l'est. C'est ça, ça dépend des personnages, ça dépend des moments, c'est ça qui est très étrange, effectivement. Tout à fait. Dale Cooper, il est complètement irréel. Oui. Et puis à côté, on a Laura Palmer, par exemple. Bon, après, plus dans le film, on va dire, mais où même Leland, à travers même si après il est affecté par le fantastique, justement, c'est un personnage très crédible. Tout à fait. Plus que d'autres, en fait, dans la série. C'est très étrange, effectivement, Twin Peaks à ce niveau-là. Très. Et la saison 3 a amplifié ça. Parce que la seule fonction presque des pastilles de la ville de la saison 3, c'est d'être réaliste psychologiquement. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment Ed, on retrouve vraiment Bobby, on retrouve vraiment Shelly, on croit à leur existence, on croit au temps qui a passé. On doit... ça n'a pas simplement une valeur signe, ça a une valeur d'authentiques sentiments de leur réalité, et de cette réalité qui s'est écoulée pendant 25 ans, qu'on n'a pas vu, mais dont on ne doute pas qu'elles aient eu lieu. Les 25 ans ont passé. Et c'est vrai que pour Cooper, c'est différent, parce que même le doppelganger n'est pas un personnage réaliste. Donc, Philip Jeffries n'est pas un personnage réaliste. Mais c'est particulier. Et donc, du coup, bien sûr, c'est une longue discussion, mais... c'est pas du tout évident, mais en tout cas les séries font habiter des personnages, les font vivre dans ton environnement, et donc du coup j'ai vécu toute ma vie à partir de l'adolescence avec des personnages de séries qui coexistaient sans doute davantage que les personnages d'aucune autre fiction. Les personnages de Twin Peaks, les personnages plus tard de Lost, les personnages de Buffy, et finalement aussi même les personnages de Carnival, Millennium, Dollhouse, Supernatural, Person of Interest, sont des personnages qui m'ont énormément influencé, ou qui ont influencé ma manière de voir et de regarder, sans doute davantage que les héros des romans. Pour lesquels j'ai pas eu un compagnonnage aussi régulier. Peut-être qu'à une autre époque, à une époque où le cinéma et les séries n'existaient pas,
j'aurais eu l'impression comme il y a cette phrase célèbre de Oscar Wilde à qui on lui demandait quel était son plus grand chagrin dans sa vie, et il avait dit la mort de Lucien de Rubempré. Donc sans doute qu'à une époque, les romans, les grands romans avaient cette fonction-là aussi de coexister avec ta vie. Les Misérables de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, L'homme qui rit, ou des romans comme ceux-là devaient exister très très fortement pour leurs lecteurs, ou les romans de Dostoïevski et de Tolstoï de la même façon. Et à quel moment tu as ressenti le besoin de pratiquer finalement l'exégèse des séries? Est-ce que c'est venu en même temps que, par exemple, pour la pop musique, musique pop ou le cinéma ou la littérature? Est-ce que c'est venu avant? Alors c'est venu avant en fait, même si la forme n'avait pas été trouvée, c'est-à-dire que parmi les premiers textes que j'ai écrits quand je savais pas encore ce que j'allais écrire dans ma vie, il y avait un texte sur Twin Peaks. Et en fait, parmi les premières choses qui m'ont passionné, là je parle de quand j'avais 19 ans, hein, donc vraiment 20 ans, création d'une revue littéraire, publication d'un texte sur Twin Peaks, qui a été publié dans Pop Yoga, hein, il s'appelait Revenant Twin Peaks. Je suppose que j'ai gardé le titre, mais j'en suis pas certain, les auditeurs rectifieront d'eux-mêmes si c'est pas le cas. Bon, c'est ma plus ancienne exégèse. C'est ma plus ancienne exégèse, et de toute façon, Twin Peaks, j'étais tellement obsédé par Twin Peaks que j'avais envie de comprendre Twin Peaks bien avant que je me demande s'il fallait que je comprenne la musique des Beatles, de David Bowie ou de Frank Zappa ou de Led Zeppelin. Parce que pour la musique, le plaisir était, mettons, suffisant, tandis que pour une série comme Twin Peaks, clairement pas. Alors là, se joue la dialectique complexe entre l'enquête et l'exégèse. C'est-à-dire que sans doute, quand j'ai commencé à travailler sur Twin Peaks, c'était en tant qu'enquêteur. Et il a fallu passer l'enquête au tamis de l'exégèse pour que ça puisse produire autre chose que simplement essayer de comprendre comment il est possible que Cooper soit arrivé dans la Black Lodge, qu'est-ce que c'est que la Black Lodge, qui est l'homme d'un autre endroit, où est passé Chet Desmond, ou des choses comme ça. Je pense qu'au départ c'était ça, c'était pour arriver à clarifier des choses qui me semblaient pas claires. C'est-à-dire que Twin Peaks s'ouvrait à des mystères en pagaille, et j'avais l'impression que la série me demandait de reprendre, c'est-à-dire me demandait de résoudre les mystères qui n'étaient pas résolus, que c'était ça en fait que ça amenait. Et ça, c'est un truc que beaucoup de spectateurs de séries ont eu pendant même que les séries étaient diffusées, et surtout à partir du moment où il y a eu Internet, des forums et des choses comme ça, où on discutait. Sur Lost, c'était particulièrement patent, c'est-à-dire que pendant que je regardais Lost, mais évidemment, dans la semaine, je regardais tout ce qui s'écrivait sur l'épisode de Lost, mais tout. J'écoutais les podcasts, je m'en souviens encore des podcasteurs de Lost. Il y en a un qui devait être un Anglais d'origine indienne et qui se faisait appeler The ODI. Hi, this is the ODI and this is my podcast upon the last episode of Lost. Il y en avait un aussi qui avait une grosse voix, j'ai oublié son nom. Il fait This week on Lost, it was really incredible. Incredible, something is happening, I don't know what. C'était vraiment... On aurait dit un commentateur sportif. Et bon, oui, ça, depuis, c'est une compagnie que j'ai jamais quittée, à savoir celle des youtubeurs, des podcasteurs et de tous les gens qui commentent des épisodes lorsque la série est diffusée. Parce que j'aime cette atmosphère quasiment de l'ordre du bureau des hypothèses. Pour reprendre, je crois, un terme qui était dans une assez mauvaise série qui s'appelle Les 4400, où ils ont un bureau des hypothèses pour essayer d'expliquer pourquoi il y a 4400 personnes qui avaient été enlevées et qui sont réapparues sur Terre. Et bureau des hypothèses, donc c'est vraiment l'idée d'un lieu où les gens arrivent et disent il y a peut-être ça, est-ce qu'on a pensé à ça? Alors je me demande si la réponse ne serait pas ça. Et puis les autres sont autour et disent ah, c'est pas mal, non j'y crois pas trop. Et bon, toute cet univers, moi, mais extrêmement sympathique. Je m'y sens très
comment dire, je m'y sens porté. Je suis porté par cet univers-là. Donc du coup, l'exégèse des séries télévisées finalement a sans doute, alors a précédé l'exégèse du reste, même si la première exégèse en tant que telle, c'était au sujet des chansons. Mais sans doute parce que j'avais abandonné l'enquête, c'est-à-dire que sur les Beatles, j'avais démarré sur quasiment une enquête sur le mythe de la mort de Paul McCartney, qui m'a amené à l'idée que tout ça ne pouvait être en fait réfléchi que symboliquement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas à chercher si oui ou non les Beatles avaient mis des indices dans leur pochette. Ils en avaient eux-mêmes aucune idée. S'il y a eu des indices, c'était bien malgré eux. Et donc du coup, ce qu'il fallait, c'était interroger symboliquement les phénomènes eux-mêmes. Et donc du coup, le premier livre que j'ai écrit, Poppermost, c'était vraiment un livre du basculement de l'enquête à l'exégèse. Et finalement, j'ai pas cessé d'être sur cette brèche, c'est-à-dire que pour une mise en place d'un livre, c'est bien qu'il y ait une part d'enquête, c'est-à-dire qu'on met en place les éléments, on reconstitue la scène en fait. C'est une reconstitution. Et puis au bout d'un moment, on cesse de chercher un coupable, on cesse de considérer ce qu'on étudie comme un crime, dont il y a un coupable, et puis on le prend comme un mystère qui nous a été donné et dont on essaye de réfléchir aux réverbérations intimes. Et une fois qu'on a atteint les réverbérations intimes, les réverbérations extérieures, à savoir ce que ça nous raconte sur l'époque, l'histoire, le monde, l'humain, les dieux, etc. C'est intéressant parce que je crois que je voulais un peu te faire dire que ça avait commencé avec Twin Peaks. Je pense que je comptais là-dessus. Mais oui, mais et je me demande, je me permets de faire l'exégèse de tes exégèses et je me demande dans quelle mesure justement le fait que ça ait commencé avec Twin Peaks a influencé ton rapport justement à la pratique exégétique, parce que dans l'enquête infinie, tu nous montres l'exégèse comme quelque chose qui doit être fait, mais qui en même temps nous échappe toujours un peu sur la fin, qui peut pas vraiment avoir de fin. Or, c'est précisément la manière dont Twin Peaks est écrite, c'est-à-dire que Lynch, son obsession quand on lui dit pourquoi vous voulez faire une série, il lui dit c'est j'adore les continuing stories, donc il veut une histoire qui continue, et quand tu prends Twin Peaks sous cet angle, tu te rends compte qu'elle est toujours écrite comme ça, c'est-à-dire que même quand on lui donne l'occasion de se finir avec la saison 3, elle laisse des béances énormes et elle se conclut sur une fin qui peut appeler tellement de choses différentes, ce qui fait que la série nous quitte jamais. Et c'est aussi même la manière de faire de Lynch, dont écrit Lynch sur ces films qui ont suivi Twin Peaks, et c'est des films qui nous obsèdent pour cette raison-là, parce qu'il laisse toujours des béances. Et je me demande si ça a pas du coup aussi, d'une certaine manière, formé ton rapport à l'exégèse, le fait d'avoir commencé sur une fiction qui fonctionnait de cette manière-là. Ah mais c'est certain. Et c'est certain même que quand j'aborde d'autres sujets, je les aborde presque... Ouais, Twin Peaks a contaminé l'ensemble de... Oh, c'est sûr. C'est-à-dire que ça m'a formé, je sais pas comment dire... on quitte jamais ce truc-là, quand c'est quelque chose qui apparaît, on a 16 ans, 17 ans. J'avais 16 ans, 17 ans quand j'ai découvert Twin Peaks. Ça a été un tel choc. Ça a modifié tout mon rapport à l'esthétique, quoi. Ça a reformulé intégralement ma relation esthétique. Alors j'avais déjà on va dire une formation esthétique qui était plus liée à la bande dessinée et à la musique pop. Donc en gros entre Harakiri et les Beatles, quoi. Mais qui allait aussi avec Moebius, Forrest. Enfin j'avais surtout lu de bande dessinée, donc surtout un rapport à l'image, le rapport au style pour moi était vraiment lié à la reconnaissance, à la détection, comme les profilers, mais vraiment de la signature, c'est-à-dire reconnaître l'auteur d'une image. C'est quelque chose que j'ai appris assez tôt. Vraiment, comment dire, quels sont les éléments déterminants qui vont me faire reconnaître une image, donc des éléments presque d'esthétique purement visuelle, et puis l'amour des Beatles et de la musique pop. Mais tout ça n'avait pas encore fait monde, on va dire, dans ma pratique avant Twin Peaks. Il y a vraiment eu, enfin comment dire, c'est indissociable, c'est indissociable de tout le reste. C'est-à-dire que ça a été un gros effort dans ce livre-là pour essayer de faire arriver Twin Peaks le plus tard possible. Et ça finit par arriver dans le livre. Twin Peaks finit par débouler. Comme en fait, en gros, l'idée c'était qu'il fallait que les Beatles, Jacques Rivette, Harakiri, Frank Zappa et Twin Peaks arrivent le plus tard possible. Et donc ils arrivent tous assez tard dans le livre, mais ils arrivent tous dans le livre. Parce que j'en parle dans tous mes livres de toute façon. J'en parle dans tous mes livres, mais il y a un moment où il faut que j'essaye de parler d'autre chose.
Donc du coup c'était cette gageure. Mais pour autant, c'est évident que je ne serais jamais intéressé de cette façon-là à Poe sans Twin Peaks. Ce qui m'a intéressé finalement dans Poe, c'est quelque chose qui est dans Poe, mais qui est aussi dans Twin Peaks. Et de la même façon, sans doute, ce qui m'intéresse dans Todd Browning, ou dans Fellini, ou dans Hitchcock, ou même dans Altman, c'est des choses qui, on peut dire, participent d'une sorte de méta-exégèse de Twin Peaks. Twin Peaks comme monde, ou Twin Peaks comme prisme pour lire le monde. Alors, ce que je te propose, c'est que maintenant on passe un peu en détail sur, justement, tu as 2 séries qui ont le droit à leur chapitre dans cet ouvrage, c'est Millennium et Dollhouse. Et je propose qu'on passe un petit moment à parler un peu de ces 2 séries tranquillement, un peu plus en détail. Oui. Et alors on va faire quelque chose, c'est que toi comme moi, on n'a pas forcément un problème avec les spoilers. Non. Mais je crois néanmoins en la liberté le choix de se faire spoiler. Oui. Donc le pacte qu'on va faire avec nos auditeurs, c'est que quand on va commencer à parler de chacune de ces séries, on va essayer d'expliquer pourquoi il faut les regarder. Et donc si vous n'avez pas vu la série et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, une fois qu'on vous a dit ça, partez la regarder et n'écoutez pas le reste de l'émission avant de l'avoir vue. Si ça vous pose pas de problème ou si vous l'avez vu, vous pourrez continuer à nous écouter. Comme ça, on va faire ce petit accord. Excellent. Donc on va commencer par parler un peu de Millennium. Millennium, c'est une série créée donc par Chris Carter, le créateur d'X-Files sur la Fox entre 96 et 99, donc a duré 3 saisons. Comment tu pitcherais toi Millennium ? Un profiler en pré-retraite arrive dans la ville de Seattle pour vivre heureux et tranquille avec sa femme pédiatre et leur jeune fille. C'est-à-dire que c'est un jeune père, c'est un homme pas tout jeune, mais c'est un jeune père. Mais cependant, des crimes ont lieu dans la ville de Seattle qui l'engagent à aller voir et puis aussi des événements bizarres qui le concernent l'engagent à aller voir le commissariat local et aussi à se faire épauler par une société de flics à la retraite, de profilers à la retraite, Millennium, pour enquêter sur ces meurtres parce que ces meurtres semblent nombreux, connectés à une dimension plus globale liée à l'arrivée du nouveau siècle et possiblement à la fin du monde. Bon, c'est un peu fastidieux, mais c'est ça le pitch, je dirais, quoi. Ouais. Que Frank est doué d'une espèce de capacité d'empathie presque surnaturelle. Absolument. Il peut voir à travers les yeux des tueurs, il voit des choses qu'on ne pourrait pas forcément voir. En tout cas, c'est une espèce de... C'est une manière de montrer le travail des profilers, mais intensifiée pour la fiction. Ah oui. C'est-à-dire que Millennium, c'est une série qui a été mise en place peu de temps après Seven, dont les influences sont la franchise de Thomas Harris avec Dragon Rouge, Le Silence des Agneaux, le film de Silence des Agneaux. Je ne sais pas si le livre Hannibal était déjà sorti à l'époque, peut-être pas encore. Je crois que c'est un peu plus tard. Ouais, c'est un peu plus tard le livre Hannibal. Donc en tout cas, les 2 premiers volumes de la franchise de Thomas Harris, Le Silence des Agneaux, Seven. Très très proche de Seven sur plein de points. Et je crois qu'il y a... on en a parlé dans le tout premier Spoilers et je crois il allait chercher des personnes qui ont travaillé sur Seven pour le pilote Chris Carter carrément. Je crois qu'il y a vraiment, c'est une référence avouée quoi. Oui, c'est pas étonnant. C'est une série qui joue dans ces atmosphères-là, qui joue dans cet univers-là, mais qui pousse assez vite la dimension ésotérique, mystique, symbolique, et ainsi que le feuilleté de genre propre aux séries de Chris Carter, à savoir l'alternance d'épisodes qui n'ont pas du tout les mêmes rythmes, le même fonctionnement, la même proposition. Et alors toi, pourquoi selon toi il faut regarder Millennium ? Alors pas comme une injonction aux gens, forcément vous devez regarder, mais faites ce que vous voulez. Qui fait que toi, qu'est-ce qui te parle dans Millennium ? Qu'est-ce qui fait que c'est une série sur laquelle tu as envie de revenir régulièrement ? Alors, il y a des éléments qui sont impersonnels et des éléments qui sont personnels. Je vais dire les deux. Ceux qui sont impersonnels, pour moi, c'est la meilleure fiction que je connaisse sur la question des profilers. Je la préfère de très loin à Mindhunter et je la préfère même à la franchise de Thomas Harris et même à la magnifique série Hannibal. Donc c'est un très très beau personnage.
c'est extrêmement fort émotionnellement. Ce que je trouve singulier à cette série, c'est que les criminels sont traités avec humanité. Et en fait, il y a cette phrase que tout le monde connaît, c'est lorsque le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. C'est une série qui montre la lune et qui montre pas le doigt. C'est-à-dire elle essaye de montrer la société qui rend possible l'existence de choses comme des tueurs en série, et pas seulement le tueur en série comme une anomalie, comme la phrase qui faisait tellement marrer Marx, un coup de tonnerre dans un ciel serein. Qui est l'idée que les choses arrivent et on comprend pas pourquoi, alors que si on essaye d'étudier la société, on comprend qu'il y a des causes qui sont des causes non individuelles qui sont les origines des phénomènes. C'est une série, on pourrait dire, pour caricaturer, c'est une série de gauche, comme les séries de Chris Carter, en tout cas dans leur première forme. Je parlerai pas des épouvantables l'épouvantable retour de X-Files, mais c'est-à-dire que c'est et de façon beaucoup plus, je dirais beaucoup moins tapageuse et théâtrale que X-Files, parce que de façon moins anti-gouvernementale et plus critique de la société moderne, basée sur l'injonction au profit, l'injonction à la célébrité, l'injonction à la réussite sociale, l'idée d'un monde où, en fait, où il y en a qui réussissent et des qui échouent. Et l'idée que cette société-là ne peut produire en dernière, dans sa forme la plus parachevée, que des aberrations, des monstres et des abominations. Et donc ce personnage très empathique de Frank Black, un très beau personnage. Le personnage de sa femme, de la pédiatre, jouée par Megan Gallagher, Catherine Black, est un très beau personnage. C'est une des rares fictions où l'enfant n'est pas insupportable. Parce que très souvent l'enfant dans la série est un personnage insupportable. Là, la petite fille est vraiment un bout de chou adorable, qui crée aussi un énorme sentiment d'empathie du spectateur. Et donc ça, c'est on va dire les raisons objectives, au moins pour les 2 premières saisons, la 3e étant une catastrophe nucléaire, atomique, cosmique. Les 2 premières saisons sont à la fois magnifiques et passionnantes, quels que soient ensuite les problèmes qu'elle pose, parce qu'une série, ça a toujours des problèmes. C'est ça. Puis c'est vrai que c'est une série assez chahutée, parce qu'elle change. Chris Carter la délaisse un peu sur la 2e saison, et c'est repris par Glenn Morgan et James Wong, qui étaient des scénaristes parmi les meilleurs de X-Files. Et ils reprennent la saison 2 et ils font changer complètement la série. C'est-à-dire que le serial killer, enfin le sujet du serial killer est en retrait, et on tourne non seulement plus autour du groupe Millennium, de l'approche de la fin du monde. L'ésotérisme prend vraiment vient au premier plan de la série, et j'ai l'impression qu'en fait, d'une certaine manière, on contemplait le mal à travers les serial killers, et ensuite là on élargit à différentes formes du mal. En fait, cette 2e saison va contempler d'une autre manière. Voilà. Et j'ai peur que ce soit déjà un spoil, on va dire symbolique, mais je vais me le permettre, puisqu'il ne va pas décrire ce qui se passe dans la série vraiment, mais on recherche le mal dans les formes de la lutte contre le mal. Ça, je trouve ça fabuleux. C'est ça. Donc ça, c'est les raisons impersonnelles. Je donne une raison personnelle, pas besoin d'en avoir beaucoup plus. C'est la seule série, à ma connaissance, des années 90, qui a fait un usage conscient et fort et patent et presque tapageur, là pour le coup dans la saison 2, des écrits de Nag Hammadi, des écrits gnostiques. Et donc un épisode extraordinaire, Anamnésis, se nourrit de textes gnostiques, les prononce à haute voix, réfléchit à leur sens, réfléchit à leur fonction. Sublime. Bravo. Quand j'ai vu ça, parce que je l'ai vu assez tardivement, cette série, c'est pas une série que j'ai suivie à l'époque. De toute façon, je crois notre cher Guillaume Mathias, alias Guigui, alias Bertrand Queuteferian, qui était un immense fan d'X-Files et qui avait la télé, à ma différence, parce que moi je récupérais les X-Files sur des VHS de mes parents qui me les enregistraient à l'époque et qui me les donnaient. Lui, il a tout suivi à ce moment-là, et elle était évidemment donnée dans le désordre, n'importe comment, à n'importe quelle heure. Donc c'était quand même de toute façon très très difficile dans les années 90 de vraiment suivre Millennium. Donc moi je l'ai découvert dans les années 2000, dans les DVD.
Et donc j'étais déjà quand même dans la perspective essayer de comprendre ce qui s'était joué avec Nagamadi et Texte Gnostique. Et quand j'ai vu Millennium, et ça arrive relativement tard dans Millennium, courant de deuxième saison, l'apparition d'un épisode avec le Texte Gnostique, mais j'étais baba, je me disais mais c'est pas normal, il y a quelque chose qui va échapper, c'est quoi ce truc, c'est incroyable, voilà. Alors on va rentrer un peu dans le spoil pour ceux qui nous écoutent, si y en a qui veulent fuir. Attention, spoilers. Attention. Oui, donc moi, c'est vrai, Millennium, donc j'adore la série, et je t'avoue que du coup, quand j'avais commencé à la regarder, c'est juste après la première fois qu'on s'est rencontrés tous les deux. Ah oui. Et je t'en avais parlé, Oui. et tu m'avais dit, tu vas voir, la saison 3 est affreuse. Et j'ai toujours pas vu la saison 3. Du coup, j'ai tellement aimé la fin de saison 2 que j'ai pas vu. Par contre, j'ai vu j'avais regardé l'épisode d'X-Files qui conclut qui est censé conclure la série. Oui. Et je le trouve assez immonde en fait. Ah, oui. C'est un mauvais Millennium et c'est un mauvais X-Files. Alors c'est très dur de laisser Frank Black là-dessus. Oh putain. Alors que la fin de saison 2 est vraiment exceptionnelle. Désespérante, mais absolument exceptionnelle. Et je me demandais du coup, toi, si tu dois choisir un épisode de Millennium, lequel tu choisirais et pourquoi? Oh, j'ai déjà répondu d'une certaine façon, ce serait Anamnesis. C'est celui-là? Bah oui, oui. Même si Frank Black n'apparaît pas dans cet épisode, ce qui, spoilers, est vraiment une singularité, puisque c'est un épisode qui a été écrit par deux femmes, qui est joué par deux personnages féminins, autour d'intrigues autour du féminin. Donc c'est vraiment le féminin des 100 rois qui est exploré, le rôle de Marie-Madeleine, Marie de Magdalena, la question du rôle des femmes par rapport à Jésus. Mais cet épisode, moi, je l'aime tellement. Bon, sinon, c'est sans doute le double dernier épisode de la seconde saison, qui est aussi une prouesse au-delà de tout. Qui a l'impression que depuis Twin Peaks, on n'avait rien fait de ce niveau-là à la télévision. Et il faudra attendre vraiment Lost et les grands moments de Lost ou certains très grands moments de Buffy pour se permettre des choses pareilles. Mais même aussi expérimentales, sans doute pas, parce que, spoilers, le dernier épisode de la seconde saison contient 10 minutes expérimentales. Sur Patti Smith. Voilà, un morceau de Patti Smith, une espèce de clip hallucinatoire, extrêmement dérangeant, extrêmement fort, extrêmement fou. Et on se dit, là, on est dans une ambition type fin de saison 2 de Twin Peaks, à savoir, c'est la fin, on peut tout se permettre, on reviendra pas, donc on va faire ce qu'on veut. Et donc là, on atteint vraiment des sommets. Après, il y a aussi des épisodes de la première saison que j'aime particulièrement. J'aime particulièrement un épisode, je ne sais pas si j'arriverai à redire le titre, parce il y a 4 mots, mais c'est Powers, Thrones, Dominions, et puis un autre... c'est pas Principalities. Principalities, c'est ça. Powers, Principalities, Thrones and Dominions, je crois. Et cet épisode qui est vraiment totalement cinglé, qui fait changer complètement la série, en fait, qui annonce la saison 2 parce qu'elle le fait changer complètement de forme, d'enjeu, de logique, et qui en traverse au moins 3 ou 4 pendant le déroulement, qui est rempli de fausses pistes et qui contient ce personnage qui est une signature, on va dire, pop occultiste, qui est un avocat qui s'appelle Alistair Pepper. Et cet avocat, quand il dit Alistair Pepper et il dit mon nom est très populaire dans certains milieux, donc il joue avec tout le folklore pop occultiste, mais aussi il annonce dans sa forme les avocats de la société Wolfram and Hart de Angel, c'est-à-dire qu'ils essayent de spécifier quelque chose qui serait pire que les démons. C'est les avocats qui défendent les démons. Et donc c'est intéressant parce que c'est vraiment un questionnement sur la magistrature qui va se perpétuer d'Angel, et spécialement dans la dernière saison d'Angel, et qui sont et même on peut dire c'est aussi le hors-champ de The Wire. C'est le hors-champ de The Wire dans le dernier épisode, quand le personnage du petit voyou, j'ai oublié son nom, celui qui a tué tout le monde, vraiment le plus crapuleux de tous les gangsters, Marlowe, rencontre les amis de son avocat. Et qui se rend compte qu'il pourra jamais faire partie il pourra jamais être des leurs. Il redescend et il va se castagner dans la rue. Et en fait, c'est qu'il a vu un mal plus grand que lui,
quelque chose qui est impossible pour lui à atteindre. Et ça, c'est une espèce de truc, c'est comme une espèce de... C'est une liberté narrative intéressante, comme il y en a de temps en temps dans The Wire, de montrer un pan de récit qu'on n'explorera pas. On verra pas, ce serait la saison 6 de The Wire, les avocats. Et c'est genre, oui, mais ça, vous les humains, je crois que vous pouvez pas atteindre ce truc-là. Vous pouvez comprendre beaucoup de choses, mais ça, vous pouvez pas le comprendre. Ça, j'aime beaucoup. Ça m'intéresse. C'est intéressant que tu fasses la passerelle avec Angel, parce que justement, moi, alors j'ai revu un peu Millennium ces derniers temps, et en fait, un épisode que j'avais aimé sans plus m'a beaucoup plus marqué au second visionnage, et c'est The Curse of Frank Black. Ouais. C'est l'épisode d'Halloween, entre guillemets, mais en gros, Frank part avec sa fille faire le tour des maisons, et il aperçoit au loin une espèce de silhouette démoniaque plusieurs fois. D'ailleurs, c'est très très bien fait, enfin, c'est assez flippant ce passage-là pour une série des années 90. Je trouve que ça va assez lent. Puis l'épisode est intéressant, il est plein de silence, plein de très, il travaille beaucoup l'atmosphère. Et alors, donc je me souviens bien, il y a à la fois des flashbacks sur un voisin qu'il avait quand il était gamin, qui était un ancien marine qui avait l'air dépressif, qui a fini par se suicider. Il se retrouve finalement dans son ancienne maison, sachant que la maison c'est la maison jaune de Frank Black, c'est le symbole un peu de l'espoir, de tout ce qu'il veut lui sauver, et qui a été un peu corrompu par la mort de son ami Bob Bletcher, et du coup d'ailleurs il trouve des ados en train de parler de lui, dire qu'il y a son fantôme, etc. Donc en fait il est en train de, lui, faut savoir que dans la saison 2 il est séparé de sa femme, donc là il est face à tout ce qu'il a perdu, et finalement il va se retrouver de nouveau confronté à cet ancien voisin sous la forme d'un espèce de fantôme, alors que Frank dit ne pas croire aux fantômes. Et ce fantôme va lui, enfin Crossell, je crois, je sais plus comment il s'appelle, va lui proposer en fait un deal. On comprend par des forces du mal, enfin ou du diable qui le suit de loin et qui s'approche de plus en plus et lui dit si tu laisses tomber tout ce que t'es en train de faire, tu récupères ta maison quoi. On va te laisser, si tu laisses tomber ton combat, tu peux y aller parce que sinon ça va mal finir. Et ce qui est assez phénoménal, c'est que en fait c'est la fin où Frank en fait va revenir à la maison et nettoyer les œufs qu'il avait lui-même jetés contre ce symbole de son espoir. Et en même temps qu'il le nettoie, à travers la vitre, on voit le diable qui s'est encore plus approché de lui. Et je trouve que déjà, c'est une belle manière de parler du sacerdoce de Frank Black à travers la série, c'est-à-dire la manière dont il va sacrifier tout son espoir pour son but de compréhension du mal à travers son empathie, et c'est ce que fait la série. En même temps, ça fait écho vraiment à la fin de Angel, où justement on nous dit il y a un combat qui est presque perdu d'avance, mais qui doit être mené de toute manière. Et donc c'est vrai que cet épisode, finalement, ça devient peut-être mon préféré de la série, à force de le revoir. Mais je le trouve très très fort. Ah mais je te suis, hein, c'est un très très bel épisode, avec en plus cette incroyable bizarrerie quand on le commence, qu'on voit que le rythme ne sera pas le même. Et ça c'est une très grande force. C'est une très grande force, c'est-à-dire qu'on est habitué à un certain rythme des séries, et là il décide de prendre son temps. Et on est dans une ambiance quasiment temps réel, mais qui est pas surjouée, qui est vraiment amenée, et on suit ce truc-là, et tout bascule, et on sent pas en fait ce temps passer. On sent que du temps passe, que c'est ralenti, et on accepte ce truc-là, et on change de mode de narration. Et en effet, ça aurait pu être un dernier épisode aussi, parce qu'il a quelque chose de très conclusif. C'est un peu, comment appelle-t-on ça c'est la nuit obscure de l'âme de Frank Black, oui. Qui est mis en scène à travers justement toute une nuit qu'on va le suivre et il se confronte à ses propres démons aussi d'une certaine manière. Voilà, c'est un excellent épisode, en tout cas que je recommande pour ceux qui soit vont découvrir la série, soit veulent la redécouvrir et peut-être se replonger dedans. Un petit coucou au podcast de Guigui, de Guillaume Mathias, Bertrand Coftérian alias Guigui, qui a décidé, parce que je sais plus si c'est les 20 ans de la série ou les 20 ans de la fin de la série. Non, c'est ça ? Peut-être, je sais pas. Enfin, il y a un anniversaire et je sais plus lequel c'est. Pour ça, il a décidé de faire 3 podcasts successifs, enfin un podcast en 3 épisodes sur Millennium où il m'a fait participer. Un épisode par saison.
Inutile de dire que j'ai été moins bavard sur le 3e épisode et que j'étais très bavard sur le 2e. Et on mettra le lien sur Twitter et sur les réseaux. Ouais. Et de toute façon, on vous encourage à l'écouter, Le Coin Pop. On avait déjà reçu justement Guillaume à l'occasion d'un épisode sur Star Trek. Donc voilà, on vous encourage à aller écouter ce podcast sur Millennium. Guillaume a beaucoup de cordes à son arc. C'est aussi sans doute la personne qui connaît avec Claire Cornillon X-Files le plus par cœur. Et alors du coup on va enchaîner sur Dollhouse. Dollhouse, oui. Fox aussi, également, même chaîne, 2009-2010, 2 saisons. Annulée au bout de 2 saisons, mais une série qui a réussi malgré tout à faire une sorte de fin, même si c'est un peu dans l'urgence et qui fonctionne. Et dont on parle pas forcément assez par rapport à d'autres séries créées par Joss Whedon, sans doute celle dont on parle le moins, qui a la moins bonne réputation, alors que c'est absolument pas mérité, comme on va le voir. Paco, même question pour toi, pourquoi il faut voir Dollhouse? Dollhouse, c'est une série. Alors peut-être que d'abord on fait un pitch rapide sans spoiler. Dollhouse, c'est une série qui se passe dans un lieu en sous-sol de Los Angeles qu'ils appellent la Dollhouse et qui contient en fait des sortes de prostituées capables de prendre des personnalités créées, c'est-à-dire des personnes qui sont dans un état végétatif et à qui on inclut des personnalités. Prostituée est un terme facile, parce qu'en fait elles peuvent être engagées pour plein de choses différentes, mais enfin en gros c'est quand même ça, parce que souvent c'est des clients très fortunés qui veulent une personne pour leur plaisir, mais et ce groupe de cobayes, enfin comment on peut appeler ça, je ne sais pas, de dolls, donc ils appellent ça les dolls, hein, donc de poupées humaines. Au sein de ce groupe-là, il y a une fille qu'on va suivre en particulier, qui s'appelle Echo, et dont on obtient dès le début quelques renseignements sur sa personnalité précédente. Et en parallèle, on suit l'enquête d'un agent du FBI, je suppose. Je pense que c'est un agent du FBI, un flic, Ballard, qui apprend l'existence de ces dollhouses, parce que c'est un grand secret, c'est une espèce de secret gardé par les plus riches membres de la société angelinienne. Il apprend l'existence de Dollhouse et il essaie d'enquêter parce que il n'en a aucune certitude. Est-ce que c'est une rumeur, est-ce que c'est une réalité, etc. Voilà, c'est le pitch de départ. Le truc, c'est que la série va aller dans tellement de directions que ce pitch, en fait, et ça c'est vraiment là où on rentre dans le grand plaisir des séries de Joss Whedon, c'est qu'on sait que la série ne se ressemblera pas au bout de quelques épisodes. Combien, on ne sait pas encore, mais ça va ne cesser de bouger. Et d'autant plus que le titre même de la série est programmatique, parce que dans le sens des scénaristes, Dollhouse, ça voulait dire maison de poupée, c'est-à-dire une fiction qu'on va pouvoir modifier à l'envie. On va pouvoir déplacer les choses, déplacer les objets, déplacer les trucs, et lui faire prendre la forme qu'on veut. Exactement aussi comme le personnage principal est un personnage qui va pouvoir jouer tous les personnages. Donc on a ce personnage de Echo, joué par l'actrice Elisa Dushku, qui jouait déjà Faith dans Buffy et dans Angel, donc qui est une actrice connue du monde whedonien. Entre-temps, elle avait fait une série pas mal du tout, mais qui s'était arrêtée au bout de 2 saisons, qui s'appelait True Calling, que je recommande d'ailleurs. Je trouvais que c'était une très intéressante série. Le principe était fou, c'était un personnage qui revit chaque journée 2 fois. Et en fait, plus exactement, elle vit une journée parce qu'elle travaille dans une morgue, et elle vit une journée où elle va trouver un cadavre, et elle va devoir essayer d'empêcher cette personne de mourir à partir de l'enquête qu'elle va pouvoir mener sur les circonstances de sa mort. Alors ça annonce un peu Person of Interest dans le côté empêcher le crime d'advenir. Il y a un côté aussi pré-Dollhouse, dans le sens où c'est un personnage qui est déjà une sorte de super métamorphe génial, qui est la qualité d'Elisa Dushku, qui est sa qualité d'actrice qui peut tout faire. En gros, c'est vraiment ça l'idée, quoi. C'est que tu lui demandes de sauter en parachute, elle saute en parachute. Tu lui demandes de jouer un médecin, elle joue un médecin. Bref, on voit l'idée. Et puis bon, cette série-là qui avait des
des développements très intéressants et très intrigants s'est arrêté. Et donc Dollhouse, on va dire, est son deuxième premier rôle et son troisième grand rôle dans les séries. Euh, et il tourne beaucoup autour d'elle et autour d'un certain nombre de nouveaux acteurs de l'univers de Whedon, qui vont être surtout dans la Dollhouse, et de plus anciens acteurs qui vont revenir pour des personnages secondaires qui vont s'insérer progressivement dans le récit. Justement, quelle place tu mets, enfin, tu attribues à Dollhouse dans l'œuvre de Whedon par rapport à, par exemple, à Buffy Angel qui la précède? Qu'est-ce que ça prolongeait ou détournait par rapport au sujet abordé par les séries Oui. qui la précédaient? Bah, c'était vraiment une remise à jour de tous les enjeux précédents. C'est-à-dire que si on doit schématiser, Buffy était partagée entre les démons qui venaient du passé et les démons qui venaient du futur. Les démons qui venaient du passé, c'est-à-dire vraiment tous les Dracula, tous les éléments résiduels, les pouvoirs qui continuent à s'exercer sur les hommes, mais dont on sait qu'ils sont déjà caduques, qu'ils ont déjà, qu'ils ont déjà, on a déjà pu faire sans, donc ils sont plus nécessaires. Donc tous les vampires, c'est en fait les formes du passé, mettons le patriarcat, le pouvoir, le gouvernement, l'arme, enfin bon bref, mais dans des formes vraiment les pouvoirs type les mauvais profs, les mauvais maîtres, les mauvais patrons, etc., etc., qui sucent le sang des jeunes. Et puis le mal qui vient de l'avenir, c'est tous les petits docteurs Frankenstein. Et c'est non seulement là pour le coup la fameuse le fameux institut de la saison 4 qui crée une espèce de super de super créature monstrueuse, moitié monstre de Frankenstein, enfin monstre de Frankenstein mais moitié démon, moitié humain, moitié robot, mais c'est aussi les petits geeks de la saison 6. Euh, Ensuite, avec Angel, on a pu vraiment déployer tout le réseau des pouvoirs et des malédictions venues du passé. Tous les vampires, démons qu'on veut, et anges mauvais, et dieux mauvais, etc. Et on arrive avec Dollhouse sur vraiment le mal qui vient de l'avenir. Et donc non seulement on reload dans la forme qui va devenir beaucoup plus émouvante, mais qui au départ est tout aussi antipathique, du petit geek prétentieux, qui est le créateur de ces dolls, euh, qui s'appelle Topher, et qui est quasiment une signature whedonienne, hein, ce personnage. Et donc il reprend un peu la figure des geeks de la saison 6 de Buffy, mais qui va les humaniser progressivement de plus en plus. Mais surtout, on va aborder tout un tas de thèmes contemporains et d'une autre façon. C'est-à-dire des thèmes qu'on pourrait dire être dans, on va dire, la grande mouvance conspirationniste. Pour utiliser des termes que j'aime pas trop employer ou que j'utilise avec des guillemets. Mais enfin, en gros, est-ce que l'État, les pouvoirs ont pu pratiquer le lavage de cerveau, faire des agents qui seraient des sortes de magnétophones humains, à qui on pourrait implanter des personnalités créées pour servir à telle ou telle fonction, qui vont de la prostitution à l'espionnage industriel. Est-ce que il y aurait un grand projet là, ça spoil déjà un petit peu, hein, mais bon, tant pis. Hein. On est rentré dedans. Voilà, un grand projet qui pourrait amener à une sorte de guerre civile mondiale entre des personnes qui voudraient posséder tout le reste de l'humanité comme un bétail dont ils pourraient avoir l'emploi, et eux bénéficier ainsi d'une immortalité virtuelle en reloadant leur conscience dans le corps des autres. Donc c'est un peu le projet transhumaniste. Et on peut dire cette série, elle traverse tous ces thèmes-là, mais elle fait une opération extrêmement originale par rapport à ceux-ci. C'est-à-dire que ce qui pourrait apparaître juste comme une série de paranoïaques, hein, en fait, est une série existentielle. C'est-à-dire que ce qui intéresse la série en premier lieu dans ces questionnements-là, c'est l'idée de savoir si l'identité est un phénomène de nature ou un phénomène créé par les acquis de l'expérience.
C'est incroyable. C'est incroyable. C'est le problème le bateau de Thésée, c'est de savoir les Athéniens laissaient le bateau de Thésée dans le port et changeaient les planches à chaque fois qu'elles s'abîmaient, et à la fin il n'y avait plus qu'une planche d'origine. Et la question c'est de savoir si c'était le même bateau Exactement. ou si c'était un nouveau bateau, et si on prenait les anciennes planches qu'on refaisait, est-ce que c'était du coup de nouveau le bateau de Thésée? Et c'est la question avec Dollhouse, c'est qu'est-ce qui fait ta propre identité, c'est quoi toi, et est-ce que ça peut, de quelle manière ça peut évoluer, et qui est Echo aussi à la fin de la série, qui acquiert toutes ses identités. Ouais. Et extraordinaire. Mais vraiment, pour moi, autant il est certain que Dollhouse n'a pas eu le même impact que les précédentes séries de Whedon, n'a pas l'impact de Buffy, n'a probablement pas l'incroyable pertinence globale, universelle de Buffy au moment où Buffy apparaît, mais elle va encore plus loin dans des questions philosophiques. C'est probablement la série de Whedon qui est le plus nourri de questionnements philosophiques, de questionnements métaphysiques, de questionnements existentiels. C'est sans doute aussi ce qui a été difficile avec Dollhouse, c'est qu'en fait c'est une série qui repose énormément sur ses twists. Enfin, on a dit, elle n'arrête pas de se reconfigurer, de changer complètement ce qu'on pensait comprendre de la série, ce qui fait que sa richesse, elle est pas forcément apparente quand tu la commences. Tout à fait. Au bout de, je sais plus exactement, du 6e épisode, mais d'un coup il y a énormément de révélations qui se font et tu comprends complètement différemment ce que tu viens de voir, et ça se poursuit de plus en plus. Et même parfois ça menace de la faire s'écrouler, quoi. Il y a tellement, même dans l'avant-dernier épisode, il y a le twist qui concerne Boyd, oui, ça, oui, tout à fait. Le handler, qui se révèle être le grand méchant de la série, et quand tu vois ça au départ, tu es genre oula, vous êtes sûrs les gars ce que vous êtes en train de faire? Et finalement ça marche quand même. Donc, t'as l'épisode d'après qui t'explique, ok, d'accord, ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est une écriture presque risquée, en fait, il se mettait toujours en danger, et en particulier avec ce dernier épisode de fin de saison qui était une commande en fait de la Fox, qui était juste sur les DVD, et qui montrait le futur de la série et qui imposait un certain nombre d'événements qui devaient arriver dans la saison 2, vu que la saison 2 avait été finalement commandée. Ah oui, tout est risqué dans cette série. C'est une série qui est au bord du n'importe quoi, et qui a réussi à tenir là-dessus avec une sorte de grâce de fil de ferriste. Finalement, on retrouve un peu la saison 2 de Millennium dont on parlait tout de suite. Il y a une parenté entre les deux dans cette prise de risque. Ah oui. Et cette grande injustice, pour moi, les deux séries, il y a une énorme injustice, plus grande pour Dollhouse. Dollhouse est probablement encore plus que Millennium, encore plus que Person of Interest, une série qui n'a intéressé presque personne. Et c'en est fou. C'en est fou quand on voit l'incroyable ambition qu'elle déploie, l'énergie, l'imagination, et puis la richesse humaine. Alors après, il y a eu plusieurs explications qui ont été données. Sans doute que le fait qu'elle démarre, on a l'impression que ça va être une sorte d'homme qui valait 3 milliards. Le côté extrêmement récit d'action des premiers épisodes qui tiennent à la personnalité athlétique de Elisa Dushku, donc l'actrice qui peut faire beaucoup de cabrioles, et donc du coup on lui en donne pas mal. Donc là on s'abandonne peut-être à quelque chose qui serait trop pour tenir le spectateur en haleine, et qui va pas être vraiment le cas de beaucoup d'épisodes qui vont suivre, qui vont vraiment varier par rapport à ça. Et sans doute aussi l'idée que le personnage de départ ne sait pas qui elle est, n'a pas d'identité, donc pour le spectateur, une très grande difficulté à s'identifier à ce personnage. Ça, vraiment, c'est l'enjeu principal de la série, c'est-à-dire, où est le spectateur dans cette série? Il peut pas être dans les Dolls, puisque le spectateur ne peut pas se dire que lui-même ne sait pas qui il est à ce point à ce moment-là. Donc la série qui rejoue dans sa fonctionnement même toutes les strates d'une série télévisée, parce que c'est aussi la série la plus méta que j'ai vue, sans jamais qu'elle se donne comme telle. C'est-à-dire que c'est une série qui a ses scénaristes qui sont, son scénariste qui est Topher, il a son showrunner ou son producteur qui est voilà, c'est ça, le personnage joué par Olivia Williams, exactement. Et il a évidemment ses personnages, ses acteurs. Et dans ces cas-là, qui sont les spectateurs? Les spectateurs, c'est les clients, du coup.
C'est-à-dire qu'on leur donne à chaque épisode un style de fiction différent. C'est ça aussi le génie de House, c'est que comme dans chaque épisode, Echo va jouer une femme différente, elle va jouer aussi un type de fiction différente. Et on a un jeu sur tous les genres de fiction dans la première saison qui est assez remarquable et qui apparaît totalement au second plan. C'est-à-dire qu'on ne se fait même pas attention que soudain on a un récit policier, soudain on a un récit d'infiltration de secte, soudain on a une histoire de rivalité mimétique entre deux femmes, soudain on a etc. Comment dire, quasiment des clichés de l'écriture scénaristique qui vont être perturbés par le fait que ce personnage-là a une personnalité qui n'est pas la sienne, mais par moments est perturbé, interrompu par ou des souvenirs de son identité initiale, ou des souvenirs des différentes identités qu'elle a traversées. Et donc on rentre dans la construction d'une identité à partir d'une multiplicité d'identités. Et ça devient cette espèce de passionnante réflexion, création, qui tient à la fois de Pirandello, qui tient à la fois de Pirandello, de Nietzsche, de la science-fiction, et qui est à un moment ce que son à la fois son ancien comparse et comment dire arc ennemi et finalement complice, le personnage dont j'oublie momentanément le nom là, mais qui est le bad guy de la première saison. Alpha, voilà, Alpha va lui dire, il va dire, nous sommes les surhommes, Nietzsche a parlé de nous dans ses livres. Et elle dit, quand tu commences à utiliser des termes allemands, c'est que t'es mal barré, ou un truc comme ça, t'es mal barré pour la suite. Et elle dit, on n'est pas des surhommes, on est des freaks, on l'a toujours été. Et c'est très intéressant parce que c'est une réflexion à la fois sur le surhomme et à la fois du dépassement de la thématique du surhomme par la thématique du freak. On est des freaks. Elle dit, et puis Alpha est un freak, je suis un freak. D'une certaine façon, Topher est un freak. C'est intéressant cette question de l'empathie dans Dollhouse aussi. L'empathie, pardon. Oui. Dans Dollhouse, c'est que, comme tu dis, il y a des personnages, enfin, ce personnage principal qu'on a du mal à identifier, à comprendre, même si ça se fait progressivement, mais du coup on a du mal à se projeter. Et à l'inverse, ce que va faire la série, c'est que ceux qui nous paraissent les plus exécrables, qui sont ceux qui tiennent la Dollhouse, vont devenir très attachants aussi au fur et à mesure de la série. C'est Topher, c'est incroyable. C'est-à-dire que, au départ, au mieux, il est insupportable. Au pire, c'est la pire des ordures, quoi. Il est même pas conscient, on dirait, de la gravité de ce qu'il est en train de faire. Et il va se transformer pour devenir un personnage extrêmement attachant dans la deuxième saison. Tout à fait. Et tragique. Tout à fait. Très émouvant. Tout à fait. C'est assez brillant, l'écriture des personnages dans Dollhouse. Et on retrouve là, justement, la qualité des séries créées par Joss Whedon, en général. Complètement. C'est extrêmement surprenant ce qui va être joué pour Topher, pour Adèle. Et ça va se faire, ça c'est les twists géniaux de Whedon, des choses qu'il a déjà expérimenté dans ses autres saisons, mais c'est des jeux de rôle. C'est-à-dire que c'est l'épisode où ils se retrouvent à avoir pris des drogues tous les deux, et donc à déconner comme des imbéciles, Adèle comme Topher, et à jouer et tout ça, qu'on va commencer à voir apparaître un peu de leur humanité, tandis qu'en même temps les personnages des dolls eux-mêmes vont être interrompus dans leur lavage de cerveau, ils vont retrouver pendant quelques instants leur personnalité à eux-mêmes. Si je dis pas de bêtises, à moins que je mélange deux épisodes, c'est possible aussi. Enfin, je sais plus, mais il y a des épisodes dans la première... Il y a 2 épisodes comme ça dans la première saison qui sont comme des jeux de rôle où soudain, bon, le jeu de rôle est permanent dans Dollhouse puisque de toute façon ils ont chaque fois des personnalités, mais il y a des épisodes où les personnes qui ne sont pas des dolls vont se retrouver dans des situations de jeu de rôle, et donc du coup on va pouvoir les explorer sous un autre angle, et du coup ils vont créer un nouveau type d'attachement. D'abord ils vont rafraîchir le sentiment du spectateur vis-à-vis d'eux, comme dans les précédentes saisons où il y avait toujours ces épisodes-là, hein. Le personnage perd de la mémoire, ou se retrouve dans une situation où ils sont obligés d'être complètement autre chose. Il y a un twist non seulement de personnalité, mais de relations amoureuses, mais tout ça. Enfin, toutes les cartes sont rebattues et on est dans une espèce d'hyper-théâtralisation de la recherche de l'identité, de la quête de l'identité. Mais qui suis-je finalement? Est-ce que je suis la personne que je croyais être ou la personne que je suis maintenant? Et c'est vrai, c'était ça. Est-ce que Angel est Angel, ou est-ce qu'il est Angelus, ou est-ce qu'il est le mec qu'il était avant Angelus? Tous les personnages sont soumis à ce type de réflexion. Et dans Dollhouse, c'est poussé à vraiment de grands extrêmes, avec aussi ce début de deuxième saison où le Dr Sanders, qui est donc joué par Amy Acker, une des actrices les plus géniales que la Terre ait portée, se rend compte qu'elle est une personnalité créée.
Bon, ça c'est un gros spoiler, hein, c'est vraiment, ça c'est un choc pour le spectateur, qui se rend compte que, en gros, un des personnages qui tient les autres personnes est lui-même une personnalité créée, une personnalité inventée. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait de cette information? Comment elle la gère? Qu'est-ce que ça produit? Quel type de crise ça entraîne dans sa personnalité? Quel type de rejet ça peut entraîner vis-à-vis du créateur des personnalités créées, Topher? C'est justement des twists qu'on a retrouvés plus tard dans une série comme Westworld, qui fait que pour les Oui. spectateurs de Dollhouse, c'était assez difficile parfois de regarder Westworld. Bon, il y a d'autres raisons, mais J'en fais partie. voilà, c'est ça. Je me souviens que t'en avais parlé et que du coup, en fait, t'as l'impression d'avoir déjà vu tout ça. Ouais. Parce qu'il y a exactement le même retournement de situation avec Bernard dans Westworld. Donc, si vous avez d'ailleurs aimé Westworld, on vous encourage toujours à regarder Dollhouse pour voir aussi une autre manière de parler de ces termes-là. Immense série mal aimée et à mon avis qui n'a pas fini encore de montrer ses merveilles, hein, dont on n'a pas fini de tirer des merveilles. Ce serait quoi d'ailleurs, pour reprendre la même question que tout à l'heure, ton épisode préféré de Dollhouse? Ah, c'est difficile. Mais sans doute celui qui m'a le plus ému, je sais plus le titre, hein, je sais pas les titres des épisodes, mais c'est le fameux épisode où Echo est dans et au grenier. Ouais. Elle est envoyée au grenier. C'est le mien aussi. Ok. The Attic. The Attic. Et c'est celui où elle va, à l'intérieur de ça, essayer de non seulement comprendre l'égrégore de la Dollhouse, rechercher qui est Caroline, rechercher qui est l'auteur de la Dollhouse, etc. Cet épisode Incroyable. qui est un épisode absolument hallucinant, extrêmement onirique, extrêmement audacieux, avec une superbe mise en scène, vraiment un épisode de toute beauté, qui est un des derniers épisodes, hein, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être l'antépénultième ou un truc comme ça. Enfin, il arrive vers la fin de la seconde Ouais, saison. c'est ça. C'est dans les tout derniers, effectivement. C'est la chambre rouge de Dollhouse, en fait. C'est vraiment le moment. Oui, pour comparer à Twin Peaks, c'est le moment où on rentre vraiment dans ces espaces complètement indescriptibles hors du temps et on va examiner la psyché des personnages. C'est d'une richesse incroyable. Oui. Donc c'est celui-là. Hein. Celui-là, je pense que même s'il y en a d'autres que j'aime beaucoup, celui-là, il est. D'un coup, tu fais un saut qualitatif qui est inouï. Tu te dis, bon, bah là, ouais, bon, ok. On est vraiment dans un chef-d'œuvre. Et justement, parce qu'il y a une. Whedon, alors on a déjà parlé dans Spoiler, je vous renvoie à l'épisode consacré donc à l'affaire Whedon, et justement à sa nouvelle série, mais donc il y a une nouvelle série créée par Joss Whedon qui est sortie cette année, The Nevers, que tu as beaucoup apprécié. Ah, énormément. Et qui en fait prolonge aussi Dollhouse sur certains sujets, notamment sur certains retournements ou techniques d'écriture qui sont reprises. Alors, je sais pas si tu veux nous en parler un petit peu de la manière dont pas trop le spoiler malgré tout, parce que là, comme c'est assez récent, c'est très récent, on va essayer de dire le moins possible. On vous encourage à la regarder. On vous encourage vraiment à la regarder. Elle risque d'avoir un destin encore plus funeste que Dollhouse. Ce serait tout aussi injuste, parce que pour avoir vu donc cette demi-première saison de The Nevers, l'écriture certes un peu différente parce que HBO est plus Fox, donc ça veut dire des épisodes un peu plus longs, probablement un langage un peu plus relâché, et puis quelques scènes, mais alors vraiment très peu nombreuses, de sexualité un peu plus explicite, enfin disons la possibilité d'avoir des plans poitrine, si je dis pas bêtises, ça doit être ça qui définit une série HBO, mais en dehors de ça, c'est de l'écriture extraordinaire, de Buffy, de Angel, c'est incroyable, j'oublie le nom de la troisième série, la fameuse série Firefly, voilà, de Firefly et de Dollhouse, et de Dr. Horrible. Enfin, c'est une très très belle écriture dialoguée. C'est une idée de base très originale. Donc on est dans l'Angleterre victorienne, rappelle vraiment celle des romans de Dickens ou de l'époque de Jacques Léventreur, ou de Dracula, quoi. C'est l'Angleterre victorienne, sauf qu'on a des éléments. Donc on est dans un ancien orphelinat, si je dis pas de bêtises, ou un ancien hôpital, qui est en fait réaménagé comme un foyer pour
recueillir les jeunes filles et quelques jeunes hommes aussi qui ont été atteints par un pouvoir nouveau, un pouvoir dont on ne comprend pas la source, mais qui leur permet, qui leur donne des super pouvoirs. Et on va découvrir progressivement, évidemment, pourquoi, comment et qu'est-ce qui se passe. Et c'est une écriture folle qui tient à la fois du vieil anglais, du roman, du roman feuilleton anglais à l'ancienne et de la science-fiction. Et c'est très actuel dans les préoccupations qui sont données. C'est ouvertement et outrageusement actuel. Et donc c'est vraiment le twist extraordinaire. Faire une série en costume pour nous parler de notre futur. Génial. Extraordinaire. Et on attend donc là, on t'invitera si quand la deuxième partie de saison sortira et on en discutera. Quand on aura fini une première saison, on en discutera. Pour l'instant, c'est encore trop prématuré. Mais ce serait dommage que les gens ne le regardent pas. Est-ce que, pour finir sur les séries, est-ce qu'il y a des séries dont tu aurais éventuellement aimé parler dans l'enquête infinie, mais tu t'es dit j'ai déjà consacré 2 chapitres à Millennium ou Dollhouse? Est-ce qu'il y a des choses comme peut-être Carnival ou d'autres séries que tu aurais aimé aborder par rapport à le thème du livre? Ah oui, tout à fait. Celle que j'ai longtemps hésité à garder un grand chapitre, c'était Hannibal. Vraiment, j'ai tourné beaucoup autour d'un chapitre autour de Hannibal, et puis finalement j'ai renoncé pour des questions de répétition, de lourdeur. C'est-à-dire que beaucoup de choses que Hannibal, beaucoup de choses que j'allais aborder dedans étaient déjà plus que largement abordées dans d'autres chapitres. Donc ça me semblait trop répétitif. J'ai essayé aussi longuement de faire un chapitre sur Person of Interest que j'ai pas réussi à achever. Ça, c'est une. Mais pareil, il aurait probablement aussi recoupé des choses qui étaient dans celui sur Dollhouse. Et il n'aurait pas réussi à trouver suffisamment de biais pour s'en sortir. Mais ça, je désespère pas. Je pense qu'un jour, j'écrirai vraiment un grand texte sur Person of Interest. Mais j'ai pas encore trouvé l'angle, pour le coup. J'ai pas encore trouvé la forme, j'ai pas encore trouvé l'angle. J'ai essayé d'intégrer VOA, j'ai pas réussi. Pareil. Donc oui, il y a plein de séries en fait que j'aurais voulu aborder et que j'ai pas abordé en fait. VOA pas forcément pour un texte dessus, mais pour un passage quelque part. Mais il aurait fallu expliquer beaucoup trop de choses. Enfin, c'est un truc. Ça demande un temps d'explication, un temps de récapitulation très important. VOA. Donc du coup, je me suis concentré sur 2 séries et j'ai évoqué aussi une autre que j'ai pu voir également assez récemment grâce à Claire Cornillon, qui était La Belle et la Bête. Donc j'ai préféré passer une page ou 2 sur La Belle et la Bête plutôt que d'aborder VOA ou mettons Person of Interest, alors qu'il aurait fallu un peu plus de place et que j'aurais pas su comment m'en dépatouiller comme ça en 2 temps 3 mouvements. Et est-ce qu'il y a une série éventuellement ou plusieurs que tu regardes en ce moment, que tu déjà conseillerais éventuellement, mais sur lesquelles tu as envie d'écrire au-delà de celle que tu viens de mentionner, s'il y a quelque chose soit qui est récent, soit que tu découvres? Récemment, j'ai vu donc The Nevers et puis j'ai terminé Supernatural. Alors j'étais en retard, hein, je l'ai vu la fin de Supernatural il y a moins d'un mois, il y a quelques semaines, il y a 3 semaines à peu près je crois. J'ai vu la dernière saison de Supernatural. Depuis j'ai pas encore repris une nouvelle série, mais il faut dire que j'ai pas eu beaucoup de temps à moi parce qu'il y avait la sortie de ce putain de bouquin. Ça prend beaucoup de temps, mais ouais. Je pense que j'ai besoin de convaincre personne que Supernatural, c'est quand même une énorme expérience, que c'est quand même quelque chose que, même ça prend beaucoup de saisons, que c'est gigantesque, que c'est long, que tout ce qu'on veut, c'est un très gros morceau. Enfin, ça me semble être vraiment un des gros morceaux de l'histoire des séries télévisées. Justement, on va te redonner ton temps parce qu'on va conclure tranquillement cet entretien. Alors, je vais juste faire un petit rappel par rapport à ce que tu nous as expliqué au début et qui est effectivement le début du livre quand tu parles du Sphinx. Et je me demandais en fait si on pourrait pas dire que toi, tu as un peu, avec tes 2 derniers livres, un peu opéré un parcours miroir à Suite d'Oedipe, sauf que toi, tu l'as réussi. C'est-à-dire que Oedipe, il est capable, quand le Sphinx lui pose son énigme, de se rendre compte qu'on parle de lui-même, c'est-à-dire qu'on parle de l'humain. Mais ensuite, quand il va arriver donc
cette énigme qui est une sorte de fiction. Et ensuite, quand il arrive sur l'enquête à Thèbes, il se rend pas compte que là, par contre, on parle dans sa propre vie c'est de nouveau lui-même qui doit retrouver. Or, toi, t'as fait le parcours inverse, c'est-à-dire qu'avec ton avant-dernier livre, qui était un livre autobiographique, qui était tu m'as donné de la crasse, j'en ai fait de l'or, tu as fait de l'exégèse de ta propre vie, et là, tu as fait l'inverse, tu es parti maintenant faire l'exégèse de ta pratique exégétique sur les fictions, donc tu as fini ce mouvement un peu introspectif, et la question que je me posais, c'est maintenant, est-ce que tu as une nouvelle piste, enfin, où est-ce que tu vas aller après avoir fait ce mouvement-là? Est-ce que tu as une direction que tu penses déjà aborder et éventuellement, est-ce que les séries auront une place dans cette nouvelle piste? Est-ce que tu as des choses dont tu peux déjà parler, ou est-ce que pour l'instant, tu es encore dans la conclusion de ce dernier livre? Alors, je vais faire une réponse de poule mouillée. C'est-à-dire que j'ai commencé depuis pas mal de mois un nouveau livre. Donc oui, je suis sur un nouveau livre, mais je vais pas en parler parce que pour l'instant, disons que il est un peu trop tôt pour vraiment dire ce qu'il y a dedans. Mais ce que je peux dire, et puis ça de toute façon les quelques personnes qui lisent mon blog le savent, c'est que je m'intéresse de plus en plus à l'histoire. Et donc si j'ai du temps et si la vie me le permet, je touche du bois, des éléments historiques risquent d'être de plus en plus nombreux dans mon travail exégétique, sans forcément que ça rentre en conflit, hein. Je pense que ça peut vraiment s'accorder, mais j'ai très envie d'essayer de comprendre certains épisodes historiques, au moins autant envie que de comprendre certaines fictions. Ce qui fait que je ne vais pas du tout abandonner ni les fictions ni les séries, bien évidemment, mais que peut-être qu'elles seront vues en miroir ou qu'elles seront réfléchies à partir de problèmes historiques qui me semblent avoir été posés et qui me semblent avoir des réverbérations par rapport à aujourd'hui. Disons que ça va être un tournant The Nevers, quoi. J'ai envie de parler de notre époque à travers des récits du passé. Et donc, comme c'est des choses que j'ai commencé à aborder sur mon blog, je peux bien le dire, mais je me suis intéressé à la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons, je m'intéresse à la Commune de Paris, il y a beaucoup d'autres épisodes historiques sur lesquels j'essaye de commencer à amasser des documents et des ébauches d'interprétation ou des ébauches de lecture a posteriori de ce qu'ils veulent dire. C'est ça qui m'intéresse, je les prends comme des fictions en fait, c'est-à-dire j'essaye de dire qu'est-ce qu'ils nous racontent sur ce qui allait se passer ensuite et sur ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que tout ça a annoncé? Qu'est-ce qu'on peut lire dans ces histoires-là qui ne pouvaient pas être lues au moment où ça avait lieu ou qui ne pouvaient pas être lues un siècle plus tard et où le curseur avait bougé, mais qu'aujourd'hui on peut lire. Typiquement, la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons est passionnante par rapport à ça. Alors, ça peut sembler complètement aberrant, il faut re-raconter la guerre civile des Armagnacs et des Bourguignons, sinon pour tout le monde c'est juste complètement illisible, c'est incompréhensible, et à partir du moment où on commence à le développer, on se rend compte de beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on voit aussi qu'est-ce que c'est à quoi répondre le profil du très grand manipulateur, du grand manipulateur, du type qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas, et quelles sont les conséquences de la confiance donnée à un type comme ça. Parce que dans l'histoire de la guerre civile entre les Armagnacs et Bourguignons, je la résume très rapidement, parce que sinon on en a pour une heure, c'est l'époque évidemment du féodalisme. On a un roi qui est fou furieux, Charles VI, qui est dangereux. Donc on préfère qu'il reste finalement éteint et pas actif que on le remonte trop, parce qu'après il peut créer des catastrophes totales et tuer des gens autour de lui. Et de toute façon, il est aux abonnés absents. Et donc, il y a un conflit de pouvoir derrière entre les différents seconds et entre les seigneurs, les barons et le frère du roi. Le frère du roi, c'est Louis d'Orléans. C'est pas le pire mec du monde. C'est un type un peu hautain, un peu dandy, un peu queutard, un peu hors jeu. Mais de l'autre côté, on a un type qui s'appelle Jean sans peur et qui est une enflure intégrale et qui va réussir à mettre dans sa poche tous les bourgeois de Paris, tous les gens riches, et qui va réussir à obtenir la direction de la ville et même du pays. Et les conséquences, elles vont être très mauvaises sur très longtemps. Et Jean sans peur, il a déjà un côté Napoléon, il a un côté Sarkozy, il a un côté Zemmour, il a tous ces côtés-là. Si on regarde un peu le profil de Jean sans peur, on voit en gros le genre de salopard à qui on a souvent accordé confiance, les hommes providentiels, quoi, hein.
face à, on va dire, des personnalités qui sont pas très reluisantes, mais enfin pas très dangereuses. Et soudain, on a vraiment le beau salopard qui arrive et comme on tombe dedans. Et ça me passionne. Parce que, ce qui arrive à la ville de Paris, une fois que Jean Sans Peur a pu avoir la direction de la ville de Paris, c'est probablement la pire des périodes de la ville de Paris. C'est-à-dire que la ville est dirigée par des bouchers, c'est pas une blague. C'est-à-dire que comme il n'arrive pas très bien à diriger, il prend une milice, c'est la milice, c'est le syndicat des bouchers de Paris, donc c'est les cabochiens. Les cabochiens, en fait, ils font régner l'ordre en coupant des têtes, en les plantant devant les portes. Et en fait, la ville de Paris est remplie de têtes coupées à peu près partout. Daesh à côté, c'est clean, hein, l'État islamique. Enfin, c'est fascinant de voir que une ville comme celle de Paris, un pays comme celui de la France, est passé par des épisodes pareils, n'en reparle jamais et se concentre sur des espèces d'épisodes glorieux, stupides, qui ne lui apprennent rien sur son époque. Et donc voilà pourquoi j'ai envie de faire de l'histoire, en fait, pour retourner sur ces périodes-là, dont on parle assez peu, qui sont pourtant très éclairantes sur la psychologie collective, et qui, pour moi, sont, en fait, ont autant de réverbérations mystérieuses avec le présent que des fictions. Donc, après ta propre exégèse, l'exégèse du mystère du monde, maintenant c'est l'exégèse du temps. Voilà, c'est ça. J'aimerais bien ça. Enfin, ça m'intéresserait. Je sais pas si je vais y arriver, mais disons que ça fait partie de mes passions. Voilà. J'en profite comme tu l'as évoqué, donc n'hésitez pas à aller consulter le blog de Pacôme, le livre sans visage, que vous pouvez trouver facilement sur les moteurs de recherche pour le lire. Et si vous avez bien aimé cette discussion, sachez que Pacôme et moi, on a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle The Book House, où on discute de la série Twin Peaks, et de nouveaux épisodes devraient arriver bientôt, donc n'hésitez pas non plus à aller voir ça. Et enfin, n'hésitez pas à liker, partager cette émission, à vous abonner si c'est pas déjà le cas, et on vous remercie de nous avoir écoutés. Salut! Au revoir!